L'hybridation, c'est la norme depuis le passage en code rouge dans l'enseignement. Mais quel est son impact sur le bien-être des élèves et des enseignants et servira-t-elle de base à l'école de demain? Et pour le tap-tap, comment on doit faire? Cela fait une année que l'école se réinvente sans cesse. Sécurité sanitaire et enseignement obligatoire, un mariage forcé, parfois lourd de conséquences. Et un mot sur toutes les lèvres depuis 12 mois, hybridation. Alors, l'hybridation consiste finalement à combiner différentes modalités d'enseignement, à la fois en présentiel et à distance, de façon synchrone ou asynchrone. Voilà. Et donc on ne définit pas l'hybridation uniquement en termes de recours à des outils numériques, mais c'est véritablement un scénario pédagogique. Donc c'est une combinaison de modalités. Des modalités bien différentes d'un enseignant ou d'un établissement à l'autre, mais au final, pas de recette secrète ni de situation idéale. Moi, je donne mes cours tout le temps avec des élèves à distance et les autres en présentiel. Et donc, on a beaucoup plus de travail pour préparer le cours avant et être sûr, comme ici, moi, je diffuse les journaux de classe et les cours au fur et à mesure. Il faut chaque fois préparer ça, alors qu'avant, je pouvais être plus indépendant. Depuis le mois de septembre, de nouveau, là, on fait aussi du tri dans la matière. On va vers les incontournables de l'apprentissage parce que c'est impossible de tout voir dans ces conditions-là. Vu qu'on n'a pas toutes les classes, toutes les heures de cours, et que des choses se font aussi à distance, donc c'est impossible de voir la matière de la même façon. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'organisation, de savoir quel groupe allait venir tel jour, quel exercice ils avaient dû faire, quelles vidéos ils ont parfois dû regarder, pour pouvoir répondre un maximum de questions quand ils revenaient à l'école. Certains sont demandeurs de pouvoir travailler par Teams, une sorte de réseau social de contact entre les profs et les élèves. D'autres n'ont pas évidemment la facilité d'avoir des connexions Internet chez eux, ou en tout cas la possibilité d'avoir un ordinateur, donc c'était parfois plus difficile. Donc avec ces élèves-là, j'ai essayé de m'adapter quand ils reviennent en classe, de pouvoir répondre à leurs questions, en sachant que je ne les reverrai pas de nouveau avant un certain laps de temps, donc c'est pas simple, c'est pas simple. La fracture numérique, c'est l'une des conséquences apparues lors de ces 12 derniers mois. Une fracture aux multiples facettes et pour beaucoup d'enseignants, une source de stress. Le premier jour, c'était une catastrophe. J'avais envoyé, je croyais avoir envoyé un lien à l'élève aux élèves, mais en fait, j'avais pas envoyé, j'avais oublié de cliquer sur un truc. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas là. Et puis, le temps que je comprenne, il m'a fallu 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est quand même ma 33e année, donc je veux dire, c'est quand même une révolution. On est toujours en train d'apprendre, mais je dirais que là, c'était quand même stressant du fait qu'on n'était pas très compétent en la matière. Le problème qui s'est posé, c'est que nous, on est dans une option technique où l'apprentissage se fait vraiment un maximum en classe avec les outils qu'on a ici à l'école. Et le fait que ce soit à distance, partiellement ou totalement, ça dépend des classes et des périodes, là, ça a posé plus de problèmes parce qu'on ne peut pas imposer aux élèves d'avoir tous les programmes qu'on a, nous, ici à l'école, de dessin. Et donc, on a dû un peu changer notre façon de faire et forcément, on est moins avancé dans la matière puisqu'il n'y a pas tout ce suivi de dessin. C'est des heures de cours à l'ordinateur avec des programmes spécifiques relativement lourds et on ne peut pas demander à tous les élèves d'avoir ça chez eux. Donc il y en a qui l'ont, tant mieux pour eux, mais on n'a pas imposé, donc on a dû s'adapter aussi pour ceux qui ne l'avaient pas. Autre conséquence plus inattendue de cette hybridation, la vie privée des enseignants, une intimité familiale régulièrement mise à rude épreuve depuis un an. Les élèves travaillent maintenant en direct, ils ont une question, ils posent la question, ils ne regarderont pas forcément l'heure en se disant tiens, il est peut-être passé 10 heures au soir, mon prof ne saura peut-être pas me répondre. Ils travaillent comme ça entre eux, dès qu'ils ont une question, ils se la posent et ils se répondent en plein milieu de la nuit. En fait, les élèves, ils ne se rendent pas compte si on est après 5 heures ou si on est un dimanche matin, ils vous envoient des mails à n'importe quelle heure de la journée et donc, ou de la soirée ou du week-end. Et donc moi, ça m'a parfois empêché de me dire mais enfin, il m'envoie un mail, on est dimanche après-midi, j'ai peut-être aussi envie de profiter de ma famille ou voilà. Recevoir à toute heure du jour et de la nuit, je dirais, des mails comme ça qui débarquent, de fait, c'est envahissant. C'est sûr que ça, à des moments, je me dis, je ferais bien autre chose que ça. Mais ça dépend un peu comment on organise. Mais c'est sûr que ça empiété et qu'à un moment, il faut pouvoir dire, à la fois dire aux autres stop et à la fois se dire à soi stop également. Et
les élèves dans tout ça. Pour eux aussi, l'hybridation est une cause de stress. C'est en tout cas ce que révèle une enquête menée par des étudiants de l'Institut de la Providence de Champion. Le mal-être des élèves vis-à-vis de l'école confinée, c'est une réalité. Alors oui, les résultats étaient interpellants, bien évidemment. On voyait que sur l'ensemble de l'enquête, il y avait plus de 50%, voire 60% qui trouvaient que oui, la charge de travail était plus élevée, voire même beaucoup plus élevée. Donc oui, il y avait ce genre de chiffres un peu plus interpellants, mais d'un autre côté, je m'y attendais parce que j'étais dans cette situation. C'est là qu'on se retrouve en fait à des constatations assez différentes d'une personne à l'autre. Vous avez des élèves qui vivent plutôt mal la difficulté d'être à la maison et de devoir s'organiser eux-mêmes dans des horaires, mais d'autres qui apprécient énormément le fait qu'ils sont dans des moins grands groupes et ils aiment bien être chez eux, ils s'organisent et ils sont heureux avec ça. Et il y a pas mal de constats qui ont été remontés depuis les visites des délégués au contrat d'objectifs dans la plupart des établissements. Alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à tous ces constats-là. D'abord, on a quand même constaté des problèmes au niveau psychologique chez les élèves. Et donc, même si les scénarios sont bien pensés, on sent les élèves, comme les adultes d'ailleurs, tout à fait désemparés face à la solitude. C'était quand même une surprise parce que c'est remonté, mais brutalement. Je veux dire, aussi important que les problèmes matériels et les problèmes de compétences. Moi, je l'ai plutôt mal vécu. C'est surtout les liens sociaux qui me manquaient, le fait de venir tous les jours à l'école et de changer de chez moi. Je pense que nous avons tous besoin de voir des gens de notre âge. Et après tout, un cours à la maison ne sera jamais le même qu'un cours à l'école. Le fait d'allumer son PC, savoir est-ce que la caméra est bonne, le micro est connecté, quand on doit contacter un prof, quand on est en classe, on a la réponse directe. Hein. Mais là, quand on est devant le PC, il faut attendre que le prof réponde, etc. Donc c'est un peu difficile. Burn-out, changement d'humeur, décrochage scolaire, les conséquences de l'hybridation peuvent être lourdes à gérer pour certains ados. Oui, ça c'était assez interpellant de voir que parfois il y en avait qui allaient jusqu'à pleurer à la fin de la visio parce qu'il fallait rester trop concentré, les interros étaient beaucoup plus durs, il y avait vraiment des comportements inhabituels et ça c'était assez interpellant. Je dois avouer que je ne suis pas passé par des stades aussi extrêmes, je dirais, une crise d'angoisse et burn-out c'est quand même quelque chose qui est présent mais qui est grave. Moi pas, peut-être au niveau du sommeil, parfois ça a été compliqué, je ne dormais pas assez, je travaillais souvent tard le soir, au niveau de mon humeur aussi. J'ai parfois pas été dans une dépression, mais vraiment dans une vie, mais pourquoi finalement? Quel est le sens de tout ça? Mais ça reste quand même compliqué parce qu'il y a quand même des élèves qui sont en décrochage parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le fait que c'est présentiel, distanciel. Je sais que l'école a dû contacter les élèves pour vraiment les pousser à reprendre et que du coup, ces élèves-là devaient prendre à 100% pour rattraper leur retard et aussi pour histoire de les remettre dans le bain, comme on dit. Moi, j'ai demandé pour venir tout le temps parce que je suivais plus. J'étais déconcentrée et j'étais toute seule dans ma chambre, donc c'est un peu énervant. Et malgré la lourdeur de ces modalités, l'hybridation a mis en lumière une évidence. Oui, le nombre d'élèves par classe. Moi, ça change ma vie d'avoir une classe avec 12 ou 13 élèves qu'avoir une classe de 25. Le fait de travailler en plus petits groupes, ça a ses avantages aussi parce que les élèves plus effacés se révèlent, participent, on peut mieux travailler avec eux. Par contre, on perd une dynamique de classe qui est nécessaire aussi. À partir du moment où ils sont plus 20 en classe mais ils sont 10, l'heure de cours est quand même, plus facilement gérable. À 10, je sais répondre plus facilement à certaines questions, je sais m'occuper plus longtemps de chaque élève. Je trouve ça meilleur d'être proche avec 11 personnes, que les profs soient plus près de nous, qu'on puisse être mieux concentrés et tout ça. C'est plus simple et ça dépend pour quel... Par exemple, rapports sociaux avec l'autre groupe, je leur parle jamais vu que je les connais pas, que c'est des nouveaux. Mais les rapports profs, c'est beaucoup plus simple. Autre enseignement de cette année un peu spéciale, la nécessité d'une meilleure utilisation de l'outil informatique.
Le fait d'accepter d'être filmé, de faire la visioconférence, fait que maintenant c'est vraiment pas compliqué, s'il y a des absents, d'enregistrer son cours, de lui envoyer, et également soit qu'il regarde la vidéo, ou soit avoir le cours plus facilement par doc, etc. Mais le fait de pouvoir communiquer aussi avec les élèves hors de la classe développe une communication différente, plus individuelle, qui permet peut-être de mettre le doigt sur certaines choses. Ça, c'est l'avantage, mais avec évidemment, il ne faut pas tourner ni tomber dans un côté néfaste de la chose. Ça dépend du public que vous avez aussi, je pense. On a quand même toute une série de choses qui sont devenues sur beaucoup plus pratiques. C'était au niveau informatique, c'était sur des ordinateurs. On a plus travaillé sur des tablettes, sur des PC. On a un agenda en ligne, des cours Classroom. C'était des choses qui n'existaient absolument pas avant. Et c'est des choses qui, je pense, vont rester et qui, personnellement, je trouve très bénéfiques, surtout si on revient à un système non hybride. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir beaucoup apporter et faciliter les choses. Dans le cycle supérieur, de compléter cet agenda. Un an d'hybridation qui a poussé les professionnels de l'enseignement à une réflexion en profondeur sur l'école de demain. Un laboratoire en conditions réelles qui permet à de vieux chantiers de revenir au devant de la scène, comme la question des évaluations ou du rythme scolaire par exemple. Mais en pratique, l'école 2.0 est bien en marche. Je pense que la transition numérique est aussi quelque chose qu'il va falloir continuer à développer. Non pas pour organiser l'enseignement à distance 100% du temps, mais aussi comme un vecteur de communication et d'enrichissement des pratiques pédagogiques en classe. Sans doute que la transmission d'informations peut se faire en amont et l'échange, la construction d'acquis peut se faire davantage en classe. Il était déjà un peu à l'œuvre dans les réflexions sur les classes inversées, où finalement on avait aussi une partie du travail qui était fait à la maison et capitalisé en classe. Je pense que ces dispositifs pédagogiques vont être amenés à être réfléchis davantage et équilibrés en termes de charge de travail. Ce qui est certain, c'est d'imaginer pour des jeunes de 12 à 18 ans qu'on va leur dire vous restez un jour chez vous à la maison, ce n'est pas possible. Par contre, je pense que le contact humain, le contact que l'enseignant, cette année, a démontré encore plus toute l'importance, au-delà du cours qu'on transmet, de la relation interpersonnelle entre l'enseignant et ses élèves, et entre élèves entre eux, dans leur solidarité et leur accompagnement. Par contre, quand on pense à tous ces élèves qui sont absents pour maladie, tous ces élèves qui ratent une semaine de cours, auront probablement plus de facilité avec toutes les nouvelles technologies qu'on a maintenant à disposition pour se remettre en ordre, pour suivre le cours à distance. Donc là, il y a des choses vraiment intéressantes. Au-delà de ça, la création de capsules vidéo ou d'approches. On peut imaginer aussi que ces capsules, une fois créées, vont rester à disponibilité des élèves et les élèves qui en ont besoin peuvent aller revoir certaines approches, certaines matières et donc on va vers une dynamique un peu d'enseignement inversé où on pourrait imaginer qu'ils ont des vidéos à aller voir et prendre plus de temps pour les exercices. Le code rouge en vigueur dans l'enseignement secondaire devrait passer à l'orange d'ici peu, permettant d'entrevoir une fin d'année plus conforme aux habitudes. Malgré son cortège de conséquences négatives, l'hybridation ouvre la voie de pas mal de changements à venir dans les classes.